Les fake news qui circulent le plus, c'est pas les infox politiques, des morceaux de propagande russe ou américaine, c'est celles autour de la santé. Des vieilles recettes de grand-mère, des traitements complètement farfelus, ça ramène du clic et de l'argent. Pour Phosphore, on a retenu 2 épisodes où on les décrypte. Les fake news sur l'hydrochloroquine, bien sûr, et celles sur la vitamine C. Ouvrez la bouche, dites 33, c'est parti. Vous voulez une bonne nouvelle? C'est maintenant prouvé que l'hydroxychloroquine guérit le COVID. C'est un article scientifique qui le montre. Si je tombe malade, je cours directement m'acheter une boîte. Qu'est-ce que... Ah non, mon cher Thomas, c'est un article qui ne montre rien du tout. Il a été publié dans une revue bidon, nous l'avons prouvé avec des collègues, et cette histoire a fait le tour du monde. On en parle? Machine à remonter dans le temps. On est au printemps 2020. En France, Didier Raoult et d'autres ne jurent que par l'hydroxychloroquine pour soigner le COVID, alors que les autorités de santé déconseillent ce médicament. Certains médecins en sont tellement fans qu'ils décident de se prendre eux-mêmes comme cobayes pour le tester. Ils ont essayé de montrer que c'était utile en proposant à des médecins de s'auto-prescrire ça lorsqu'ils étaient malades et de tester 2 groupes, de médecins qui s'auto-prescrivaient et des médecins qui ne s'auto-prescrivaient pas. Ça n'a pas paru hyper sérieux à d'autres professionnels de la santé, dont notre scientifique du jour et ses acolytes, à qui je décerne la palme des chercheurs les plus drôles de France. Vous allez comprendre. Quand le brouillon de l'étude, on appelle ça le preprint, a commencé à circuler, d'autres médecins se sont inquiétés et ont essayé de démontrer que c'était du grand n'importe quoi. Mais rien à faire, en juillet, la fameuse étude est publiée dans une revue scientifique. Ce qui m'énervait dans cette étude, ça a principalement été le fait que ce soit par les biais d'une revue qui semblait être une revue prédatrice. Wow, pause une petite seconde là. Une revue quoi? Être une revue prédatrice. Ok. Pour comprendre, il faut commencer par expliquer comment fonctionne une revue scientifique sérieuse ou pas prédatrice. Alors, je suis un chercheur. Je pense avoir trouvé quelque chose de nouveau. J'écris un article avec mes résultats et je l'envoie à une revue scientifique. Et après, il se passe quoi? Une revue sérieuse, lorsqu'elle reçoit un article, eh bien, elle le transmet à des relecteurs qu'elle juge compétents dans ce domaine, et puis les relecteurs corrigent et puis renvoient à l'auteur, l'auteur répond au relecteur, et puis il peut y avoir plusieurs allers-retours qui se font comme ça. Comme des milliers de scientifiques, Michael Rochoir relit régulièrement des articles. Ça s'appelle la relecture par les pairs. Ça se fait de façon anonyme pour pas être influencé. Et c'est une critique constructive, t'es pas là pour juger le résultat, mais pour vérifier la méthode et l'analyse utilisée. Alors une fois que tout est bon, soit le chercheur publie son article de façon classique, et les lecteurs devront payer pour y avoir accès, soit une institution paie la revue pour que l'article soit accessible à tout le monde, soit c'est l'auteur lui-même qui paie la revue. Et c'est là que des petits malins ont vu une aubaine. Certaines personnes, peu scrupuleuses, ont créé ce qu'on appelle des revues prédatrices, qui sont là pour en fait accueillir tout et n'importe quoi. Quand elle reçoit un article, elle sait par avance qu'elle va l'accepter parce que qui dit article accepté dit argent encaissé. Le problème derrière cette démarche, c'est que ils utilisent une revue prédatrice pour diffuser des messages qui ont probablement été refusés par des revues sérieuses. C'est-à-dire que ils utilisent un moyen de diffusion qui est malhonnête. Ok. C'est comme si moi je devenais testeur de fusées dans mon jardin et que la NASA se fondait sur mes résultats pour atteindre la Lune. Hyper sérieux. Le 20 juillet, on a cet article de Violaine Guérin et de Martine Vonner qui est publié dans une revue asiatique, inconnue du grand public, et on se dit on va essayer de prouver que c'est une revue prédatrice. Donc on essaye de publier un article qui est complètement canular. S'il est accepté, alors c'est une revue prédatrice. Tout se passe sur Twitter. En quelques minutes, le Dr Rochoir discute avec 3 autres scientifiques qu'il connaît pas mais qui ont le même humour que lui. Il met quelques idées dans un Google Doc et la mayonnaise du grand n'importe quoi commence à prendre. Alors l'article s'intitule « Contrairement aux attentes, le SARS-CoV-2 est plus létal que les accidents de trottinette. Est-ce que l'hydroxychloroquine pourrait être la seule solution ?» Attends, quoi? C'est plusieurs études qui ont montré que dans Google Actualité, on parlait moins d'accidents de trottinette entre mars et mai 2020.
Et puis que en même temps, il y a eu plus d'hydroxychloroquine qui ont été vendus. Donc première conclusion naturelle, plus on utilise d'hydroxychloroquine, moins il y a d'accidents de trottinette. Les scientifiques blagueurs prétendent aussi avoir fait une expérience. Un groupe de trottineurs avec des bonnes trottinettes et de l'hydroxychloroquine, un groupe avec des trottinettes en mauvais état et pas d'hydroxychloroquine. Ils racontent qu'ils les ont fait foncer sur un mur, puis après ils ont compté combien il y avait de morts de chaque côté. Évidemment, il y avait moins de décès du côté de ceux qui prenaient le médicament miracle. Tout était prouvé. Tout est faux aussi au niveau de références. On cite Picsou Magazine, Pomme d'Api. Dedans, on cite clairement The Dark Knight. Et on cite à la fin Jean-Claude Duss qui dit que sur un malentendu, ça peut passer. Ah, j'adore cet humour. Donc les 4 blagueurs ont envoyé leur article à la fameuse revue, celle qui avait publié l'article qu'ils jugeaient comme étant pas sérieux. Et un beau jour, tadam! L'article canular est publié dans la revue Bidon. Michael Rochois et ses complices partagent leur énorme farce sur le web et c'est l'emballement. Ça a été relayé absolument partout, donc ça a été relayé du Canada à l'Inde, en passant par le Brésil, la Suisse, la France évidemment, la Belgique, etc. Partout. C'est un des best-sellers de la communauté scientifique qui est flatteur et en même temps gênant. Incroyable. Bravo les gars, palme d'or de l'imposture, vraiment. Vous étiez satisfait? Nos objectifs étaient atteints. Celui déjà de montrer que l'article de Martin Vonner, etc. était dans une revue prédatrice, celui-ci était bien atteint. Et puis celui d'informer sur ce que c'était les revues prédatrices a aussi été pas mal atteint, pas seulement auprès des scientifiques, mais vraiment auprès du grand public. Franchement, bravo. Moi, j'aurais jamais cherché à savoir c'est quoi une revue prédatrice, et là, j'ai juste envie de raconter cette histoire à tout le monde. Mais il y a un petit truc qui me chiffonne quand même. Ce genre de canular, ça risquerait pas de décrédibiliser la science? Clairement, il ne faut pas répéter les hoax, les canulars comme ça tous les 4 matins, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mais je pense que ça a été fait relativement intelligemment, c'est-à-dire que tout est canular de A à Z, quoi. Il y a aucun doute, même pour le grand public, c'est vraiment très clair. Et maintenant, on fait comment pour que les revues prédatrices fassent moins de victimes innocentes à l'avenir? On pourrait pas juste les interdire? C'est très compliqué de faire disparaître ces revues prédatrices parce qu'en fait, il y en a plein. Souvent, c'est des revues qui peuvent être tenues par quelqu'un en caleçon dans son garage à l'autre bout du monde et qui envoie des mails aux scientifiques en disant « venez publier chez moi ». Ce qui est important, c'est déjà de communiquer auprès des scientifiques que les revues prédatrices existent et qu'il ne faut pas se faire avoir. On peut aussi éviter que les articles des revues prédatrices passent au niveau du grand public et pour ça, le meilleur moyen, c'est d'avoir dans chaque rédaction des journalistes scientifiques qui sont bien formés à ces questions. Ah, je te dis, ça donne presque envie de devenir journaliste scientifique pour défendre la planète monde contre les affreux colporteurs de sciences moisies. Un gros merci de nous avoir suivis tout le monde et à l'avenir, demandez-vous qui a écrit ça et est-ce que cette personne a un intérêt dans l'histoire? La science, c'est pas une affaire d'opinion. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur les réactions des scientifiques à la désinformation. D'ici là, musclez votre esprit critique. Bye. Bonjour tout le monde, très bonne nouvelle, il y a une super solution pour les personnes traitées en chimiothérapie. Il paraît que les injections de vitamine C soulagent les effets secondaires. Il faudrait recommander ça à tout le monde. Bon, si ça vous dérange pas, moi je vais me commencer un petit jus d'orange en intraveineuse. Ah. Tiens, qu'est-ce que c'est? Mais attention Thomas, là, ça prend des preuves scientifiques pour recommander un traitement comme celui-là. Moi, je suis pharmacien et vulgarisateur scientifique. Je me suis penché sur la question. Ça a généré des réactions assez intenses, donc je peux te raconter tout ça. Bienvenue chez moi pour cette histoire. On est au Québec en 2019 et une pétition qui circule rassemble plus de 100 000 signatures, ce qui est quand même beaucoup pour chez nous. Alors cette pétition réclame des injections de vitamine C pour les personnes traitées en chimio pour soulager les effets secondaires. Le problème, c'est qu'il y a peu d'éléments scientifiques pour appuyer ça. C'est là que le pharmacien est rentré en scène. C'est un vulgarisateur très connu chez nous avec son émission de télé où il explique les vaccins, le gluten, la caféine. Et il a décidé de ramener un peu de méthode scientifique dans cette histoire et ça lui a coûté très cher.
À un certain moment donné, moi, j'ai senti que il y avait pas beaucoup, en fait, il y avait pas de scientifiques qui se prononçaient sur, bon, mais ils veulent autoriser les injections de vitamine C, mais est-ce que ça marche et puis est-ce que c'est sécuritaire? Donc, j'ai senti que c'était peut-être un bon moment pour que je m'implique là-dedans. Le but, c'était vraiment de permettre aux gens de se faire une sorte de jugement éclairé, en fait. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se disaient, j'ai peut-être envie de signer la pétition, mais en même temps, je connais pas grand-chose sur le sujet. Donc, je voulais pouvoir mieux outiller les gens pour qu'ils puissent se faire, finalement, avoir un jugement peut-être plus critique sur ces questions-là. La première chose que fait le pharmacien, c'est de lire les rares études scientifiques sur le sujet, et disons qu'elles sont pas tellement fiables. Le problème, c'est qu'on n'avait pas comparé ça avec un placebo, c'est-à-dire une injection à l'intérieur de laquelle il n'y aurait pas d'agent actif. Pourquoi c'est important de faire ça? C'est que si on administre un traitement à des gens, dans presque tous les cas, là, dans les études cliniques, les gens vont dire que ça les aide. Mais on n'est pas capable de dire si c'est un vrai effet ou si c'est plutôt les gens qui ont l'impression que ça fonctionne subjectivement. Ah, ouais, le fameux effet placebo. Mais alors, comment on fait? Donc, on va créer un groupe où on va administrer une fausse injection aux gens sans leur dire. Donc, personne ne le sait. Les chercheurs ne le savent pas, eux non plus. C'est ce qu'on appelle faire une étude en double aveugle. Donc, ensuite, on va être capable de voir est-ce que le traitement fonctionne vraiment ou pas en comparant le groupe à qui on a donné la vraie injection et la fausse injection. Il y a comme ça plusieurs techniques de comparaison pour vérifier qu'un traitement fonctionne. Bon, mais là, pharmacien, t'exagères pas un peu quand même, hein? Je veux dire, si ça leur fait du bien aux patients, on s'en fiche un peu que ça se passe dans leur corps ou entre les deux oreilles, non? Là, on parle d'administration de mégadoses de vitamines jusqu'à des dizaines de fois plus que ce que le corps a besoin. Mais encore une fois, une chose qui est peu souvent mentionnée par rapport aux vitamines, c'est que presque toutes les vitamines administrées en excès, donc à très haute dose, peuvent être nuisibles. En fait, peuvent faire des dommages sur le corps. Il y avait même certaines évidences comme quoi ça pourrait réduire l'efficacité de la chimiothérapie, de donner des injections de vitamine C en même temps. Donc là, c'est assez sérieux, là. Ah, zut! Dans ce cas, ça deviendrait contre-productif, hein? Genre, voulez-vous une petite injection d'eau de Javel contre votre COVID, mon bon monsieur? Pour qu'un traitement soit utile en médecine, il faut que ses bénéfices dépassent largement les risques possibles. Donc, dans le cas des injections de vitamine C, on n'était pas capable de conclure à une efficacité. Et les risques possibles, encore là, on avait une possibilité de risque. Donc, le ratio, là, il n'était pas très élevé dans ce cas-ci. Alors, Olivier Bernard explique tout ça sur son site avec des dessins. Au fil des mois, les porteurs de la pétition ajoutent des arguments, lui, il les décrypte, mais un jour, ils interpellent le gouvernement pour qu'il se prononce sur le sujet. Alors, le pharmacien fait la même chose en rappelant qu'il faut se fonder sur la science et pas seulement sur le désir des gens. Et là, les choses s'emballent. Je recevais déjà beaucoup de messages haineux, là, vraiment très, très durs depuis des mois. Ça, c'est correct. Je suis capable de vivre avec ça. Là où ça a commencé à me faire peur, c'est quand des gens ont commencé à écrire à mes employeurs. Ils ont invité les gens à porter plainte à mon ordre professionnel, à l'ordre des pharmaciens. Il y a eu des gens qui ont commencé à harceler ma conjointe, en fait. Puis là, j'ai vraiment eu peur, là. En fait, ma conjointe et moi, on avait vraiment très, très peur pour notre sécurité. Jamais j'avais vécu ce niveau-là là, d'attaque en ligne, là. C'était vraiment le pire que j'ai vécu personnellement. Je m'attendais pas à ça. Premièrement, je voulais que ça arrête. Puis deuxièmement, je sentais que là, j'avais envie que d'autres personnes s'impliquent. Puis t'as pas eu envie de juste abandonner? Alors, pourquoi cette désinformation était si grave? Dans le cas de la vitamine C, le gouvernement, en théorie, aurait pu décider de créer une commission parlementaire, par exemple, sur la vitamine C, juste sur la base d'une pétition populaire. Donc, si on a des scientifiques qui ne se prononcent pas et des groupes de pression qui peuvent avoir un impact même sur la politique, là, on peut se ramasser avec une situation où il y a des traitements non scientifiques ou même pseudo-scientifiques qui vont s'insérer dans le système médical malgré nous, là. Ah ouais, ça fait peur. La poudre de perlimpinpin remboursée par le système social. Et donc, Olivier Bernard dit haut et fort qu'il est harcelé, et là, avalanche de soutien. Des scientifiques prennent la parole, l'ordre des pharmaciens exprime son soutien, le gouvernement aussi, un politicien très impliqué en faveur de la pétition prend ses distances. Énorme affaire. Oui, c'est sûr que ça fait du bien, là. Surtout après vraiment des mois à vivre tout ça, là. Moi, je suis content de l'avoir fait. Si c'était à refaire, je referais la même chose.
Suite à cette histoire, des instances scientifiques se sont mises à travailler sur la vitamine C. Le gouvernement a créé un groupe de travail pour protéger les scientifiques qui parlent de sujets sensibles et notre pharmacien a même reçu un prix là-bas chez The Queen pour avoir défendu la science face à l'adversité. Ça a été beaucoup d'émotions quand même, hein? Bon, on peut faire quoi pour que ce genre de rumeurs n'ait plus de conséquences aussi ahurissantes? La décision la plus importante, je crois, c'est d'enseigner l'esprit critique aux jeunes. Le consensus semble être autour de 4 à 6 ans même, là, pour éviter que les gens développent tout ce système de croyances-là pour plus tard. OK, donc aider les enfants à construire des petites barrières mentales face à l'inondation d'infos pas très nettes. Mes barrières à moi étaient pas très étanches. La prochaine fois, je me demanderai si je suis vraiment en train de lire une information scientifique ou plutôt quelque chose qui me ferait plaisir mais qui est pas vraiment fondé. À bientôt pour d'autres vidéos sur la riposte des scientifiques face à la désinformation et d'ici là, musclez votre esprit critique. Bye tout le monde.